Bonjour. Dans cette vidéo, il est proposé d'énumérer les résultats qui sont à connaître pour une approche sommaire de l'estimation statistique. Alors, quel est l'objet de l'estimation, et plus précisément de l'estimation ponctuelle? Eh bien, on part d'un phénomène aléatoire que l'on va essayer de cerner à travers un échantillon de valeurs prises, plus précisément un échantillon de taille n et de valeurs indépendantes, ce qu'on notera à n échantillons. Et d'autre part, pour cerner en fait ce phénomène aléatoire, on va utiliser un modèle qui peut être une variable aléatoire continue ou une variable aléatoire discrète. Et le plus souvent, cette variable aléatoire va comprendre un ou plusieurs paramètres θ. Alors, voici les valeurs qui sont liées à l'échantillon. Si je me réfère par rapport au modèle, eh bien l'échantillon x1, x2, xn n'est en fait que la réalisation du n-uplet de variables aléatoires x1, x2, xn, qui sont toutes indépendantes, de même loi, et cette loi, c'est la loi du modèle, la loi de X, c'est la loi qu'on appellera la loi parente. Le problème de l'estimation, c'est en fait de trouver, en fonction des observations qui sont faites, la valeur du paramètre inconnu qui est la plus appropriée. C'est-à-dire, en définitive, trouver la combinaison, la fonction des variables x1, x2, xn, cette fonction tn de x1, x2, xn étant elle-même une variable aléatoire, telle que la norme, la distance entre tn et θ soit minimale, c'est-à-dire au sens de la norme dans l'espace des variables aléatoires, telle que, finalement, l'espérance de tn moins θ au carré soit minimale. Alors, il faut bien comprendre le distinguo entre les estimations et les estimateurs. C'est-à-dire que chacune des n observations qui sont faites sur le phénomène aléatoire va me donner donc un n échantillon particulier, en voici un autre, et ainsi de suite. Et à chacun, en fait, de ces n-uplets de valeurs, va correspondre une valeur de l'estimateur ponctuel de θ. Donc, à cette série de valeurs, une valeur θ1 chapeau, à cette série de valeurs, une valeur θ2 chapeau, etc. Autrement dit, il y a évidemment plusieurs réalisations de l'estimateur de θ, et ces différentes réalisations forment ce que j'appelle des estimations. Par contre, l'estimateur, eh bien en fait c'est le mécanisme qui reste fixe en fait, qui en fonction des variables aléatoires x1, x2, xn qui modélisent le n échantillon, fait correspondre la valeur de l'estimateur, c'est-à-dire la fonction tn de x1, x2, xn égale θ chapeau. Donc l'estimateur, c'est la variable aléatoire, les estimations, ce sont les réalisations de la variable aléatoire. Regardons les différentes propriétés attendues d'un estimateur, tout du moins d'un estimateur ponctuel, j'entends bien. Eh bien, on attend en fait d'un estimateur ponctuel qui soit convergent en probabilité vers θ. Accessoirement, on attend qu'il soit sans biais, c'est-à-dire qu'en moyenne, ils prennent la valeur θ, ou au pire, qu'il soit asymptotiquement sans biais, c'est-à-dire que quand la taille du n échantillon devient grande, eh bien l'espérance à ce moment-là de tn est égale à θ. La convergence en probabilité, qui est un type de convergence plus fort que la convergence en loi, est réalisée en fait quand quel que soit epsilon, p que tn moins θ supérieur à epsilon tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Ce critère est souvent difficile à vérifier
Et c'est pour ça, en fait, qu'on va se satisfaire d'une condition suffisante, un peu plus forte, qui est que lorsque Tn est asymptotiquement sans biais, et que par ailleurs la limite de la variance de Tn égale 0, eh bien à ce moment-là, Tn est convergent en probabilité. C'est ce dernier critère, ou plutôt ces deux dernières conditions, que l'on utilisera le plus couramment pour vérifier que un estimateur Tn est convergent, et que c'est donc un bon estimateur. Regardons maintenant une autre notion qui est la qualité d'un estimateur. Bien, si on se réfère à l'écart entre l'estimateur et le paramètre qu'il est censé estimer, cette qualité est donnée par l'espérance de Tn moins θ au carré. Cette fonction de Tn moins θ au carré, on l'appelle le risque, et on le note R de Tn. Lorsqu'il s'agit d'un estimateur sans biais, eh bien θ coïncide avec E de Tn, c'est-à-dire que le risque coïncide à ce moment-là avec la variance. Ainsi, trouver un bon estimateur, même le meilleur, c'est chercher, tout du moins lorsqu'il est sans biais, c'est chercher l'estimateur de variance minimale. Je me répète, trouver un bon estimateur sans biais, trouver l'estimateur sans biais qui est le meilleur, c'est chercher l'estimateur sans biais de variance minimale. C'est ce qu'on appelle un estimateur efficace. Comparons maintenant deux estimateurs. Eh bien, si le risque lié à l'estimateur 1 est inférieur au risque lié à l'estimateur 2, cela signifie que l'estimateur 1 est meilleur que l'estimateur 2, puisque l'écart avec θ est alors à ce moment-là plus faible que dans le second cas. On va maintenant traiter un exemple sur la comparaison des risques. On va prendre un phénomène qui est la durée d'attente à un feu rouge. Et on se propose de modéliser ce phénomène par la loi uniforme sur 0θ, où θ est un paramètre inconnu strictement positif. Pour maîtriser cette affaire, on va donc partir d'observation, c'est-à-dire d'observation de temps d'attente au feu rouge, et ceci pour n véhicules. Ce qui, en se référant au modèle, conduit à la réalisation d'un n-uplet de variables aléatoires T1, T2, Tn, de loi apparente grand T, suivant la loi uniforme sur 0θ. On va partir de deux estimateurs qui sont proposés. Le premier, θ1 chapeau égale 2θ bar, où θ bar en fait est, ou t bar, pardon, 2t bar, excusez-moi, 2t bar, où t bar en fait est la moyenne des TI divisé par n, la moyenne des observations faites, et d'un autre observateur, θ2 chapeau égale n plus 1 sur n, max des TI de 1 à n. Eh bien, on va se proposer de montrer que ces deux estimateurs sont sans biais et convergents, donc c'est des bons estimateurs, et on va les comparer. Réponse. On va d'abord aborder le cas de θ1 chapeau, qui est donc 2 fois la moyenne, où les variables TI sont équidistribuées de loi apparente U uniforme sur 0θ. On va calculer d'abord E de t. Donc E de t, c'est évidemment l'intégrale sur les valeurs prises de 0 à θ du produit de t par la densité. Donc c'est immédiatement θ sur 2. On va calculer par conséquent par la suite E de t1 chapeau. E de t1 chapeau qui en fonction de la linéarité de l'espérance mathématique est 2 fois la somme des espérances divisée par n. En définitive, E de θ1 chapeau égale θ, c'est-à-dire que θ1 chapeau est un estimateur sans biais de θ. On va calculer maintenant E de t2.
donc l'intégrale sur les valeurs prises de T2 que multiplie la densité, c'est-à-dire immédiatement θ2 sur 3. Si bien que la variance, qui est E de T2 moins E de T au carré, c'est donc par conséquent θ2 sur 12. On va calculer maintenant la variance de θ1 chapeau. Eh bien, rappelons que var de AX égale A carré var de X. Donc, si θ1 chapeau égale sigma dTi sur N, eh bien, nous avons var de θ1 chapeau égale 4 sigma de V de Ti sur N2 et non pas sur N comme je l'ai indiqué ici. Mais par contre, le résultat θ2 sur 3N est lui exact. En définitive, la limite de var de θ1 chapeau quand N tend vers l'infini est manifestement égale à 0. C'est-à-dire que θ1 chapeau est un estimateur convergent en probabilité de θ. On va maintenant faire le même calcul pour la variable yn, enfin pour l'estimateur θ de chapeau. Donc on va d'abord partir de yn, qui est le max de TI, pour avoir la loi de yn en se référant à une précédente vidéo sur les sommes inf et max. On va constater que l'événement yn inférieur ou égal à y, eh bien c'est l'intersection des événements TI inférieur ou égal à y, mais comme ils sont indépendants, la proba de l'intersection est égale au produit des probas, et comme les TI sont équidistribués de loi parente T, on a donc en définitive comme résultat P que T inférieur ou égal à Y à la puissance N. Or, P que T inférieur ou égal à Y, eh bien c'est somme de 0 à Y de la densité, et il faut prendre ce résultat à la puissance N, si bien que nous avons pour la fonction de répartition de Yn, le résultat Yn sur θn, avec bien évidemment Y compris entre 0 et 1. Dès lors, pour obtenir la densité de Yn, eh bien on dérive la fonction de répartition pour obtenir le résultat ainsi obtenu. Si maintenant je veux calculer l'espérance, eh bien c'est l'intégrale sur les valeurs prises, donc de 0 à θ. J'ai dit tout à l'heure y compris entre 0 et 1, non, y compris entre 0 et θ, puisque c'est la loi uniforme sur 0 θ. Donc somme de 0 à θ de y par la densité. Donc le petit calcul qui est fait ici nous montre immédiatement le résultat final, nθ sur n plus 1. Ainsi, E de θ2 chapeau, puisque θ2 chapeau c'est n plus 1 sur n sup dti, E de θ2 chapeau est donc égal par linéarité de l'espérance mathématique à n plus 1 sur n E de yn et non pas E de tn, donc il faut corriger ici E de yn, c'est-à-dire finalement θ. θ2 chapeau est un estimateur sans biais de θ. On va calculer E de yn carré maintenant, l'intégrale sur les valeurs prises de y2 par la densité. Le calcul donne immédiatement ce résultat. Dès lors, la variance s'obtient en retranchant le carré de l'espérance et on trouve ce résultat. Ainsi, var de θ2 chapeau égale n plus 1 sur n au carré, var de yn, c'est-à-dire finalement θ2 sur n plus 2. Lorsque je fais tendre n vers plus l'infini, cette variance tend vers 0. θ2 chapeau est un estimateur convergent de θ. Alors, on a donc deux estimateurs qui sont sans biais, qui sont convergents, et donc leur risque, puisqu'ils sont sans biais, c'est leur variance. On va comparer maintenant les variances, qui sont les risques en fait. Je forme la différence var de T1 moins var de T2, qui, en faisant le calcul, est immédiatement égale à ce résultat, et je constate qu'elle est positive dès que n est supérieur à 1. Ainsi, l'estimateur de T2, dont la variance est plus faible, est un meilleur estimateur que T1. Alors, on va maintenant aborder un autre résultat, qui est l'inégalité de Cramer-Rao et la borne de FDCR.
eh bien, on ne peut pas trouver des estimateurs dont la qualité absolue serait 0. On n'a pas des estimateurs qui finalement prennent la valeur inconnue θ. En fait, l'inégalité de Cramer-Rao nous montre que la variance minimale d'un estimateur, Tn, quel qu'il soit, est minorée et bornée inférieurement par ce résultat où Ix de θ, qui est la quantité d'information de Fisher, se calcule à partir de cette équation. Alors, attention, l'inégalité est expression de la quantité d'information de Fisher, valable ici uniquement aux variables aléatoires x dont le support est indépendant de θ, c'est-à-dire dont le domaine de définition est indépendant de θ. En fait, pour la quasi-totalité des variables aléatoires, le domaine de définition est indépendant de θ. Il y en a cependant une pour laquelle ce n'est pas le cas, c'est celle que nous venons de rencontrer dans l'exemple précédent, c'est-à-dire la loi uniforme sur 0θ. Alors, lorsqu'il s'agit maintenant d'estimateurs sans biais, eh bien, on montre à ce moment-là, puisque l'espérance de Tn est alors égale à θ, donc la dérivée fait 1, on montre que la variance de Tn, s'agissant d'estimateurs sans biais, est minorée par cette quantité 1 sur n ix de θ, qui forme donc la qualité du meilleur estimateur sans biais. Eh bien, cette quantité s'appelle la borne FDCR de Frechet, Darmois, Cramer et Rao. C'est la qualité de l'estimateur sans biais efficace. On va maintenant regarder comment on construit des estimateurs. Eh bien, on a plusieurs méthodes. Plus précisément, on en a 4. Nous avons la méthode du maximum de vraisemblance. Le théorème de la moyenne et de la variance empirique, lorsque le paramètre que je cherche à estimer est une moyenne ou est une variance. La méthode des moments, qui est une méthode intuitive, et la méthode des moindres carrés. En fait, nous développerons ici exclusivement la méthode du maximum de vraisemblance et le théorème de la moyenne et de la variance empirique. Le maximum de vraisemblance. Eh bien, partons d'un n-uplet de variables aléatoires, x1, x2, xn, de lois parentes x, continues ou discrètes, comprenant un paramètre θ. Dans ces cas-là, la densité de probabilité du n-uplet x1, x2, xn, puisque c'est des variables indépendantes, est égale au produit des lois. Eh bien, le résultat est que la quantité θ chapeau EMV qui rend maximale la fonction de vraisemblance, donc qui est égale à argument de max de la vraisemblance, eh bien, cette quantité forme ce que j'appelle l'estimateur du maximum de vraisemblance de θ. Cet estimateur du maximum de vraisemblance est très intéressant de par ses propriétés. Alors, comment on le calcule tout d'abord? Eh bien, c'est la valeur dont j'ai indiqué qu'elle rendait maximale la vraisemblance. Elle est donc à la fois la solution de la dérivée par rapport à θ de la fonction de vraisemblance. Et pour vérifier qu'il s'agit bien d'un maximum, on doit vérifier que la valeur obtenue, la dérivée seconde de L est négative. On remarquera que L étant un produit, il est plus simple de chercher à maximiser le logarithme de L, c'est-à-dire la log vraisemblance. Donc, nous vérifierons le plus souvent ces deux conditions. D de logarithme de L sur dθ égale 0, D2 de logarithme de L sur dδ2 inférieur à 0. Propriété de l'estimateur du maximum de vraisemblance. Eh bien, l'estimateur du maximum de vraisemblance
est un estimateur convergent en probabilité de θ. C'est un estimateur qui est asymptotiquement sans biais et qui est efficace, c'est-à-dire qui asymptotiquement prend la valeur la meilleure qu'on puisse espérer d'un estimateur sans biais. Et cette valeur la meilleure, eh bien, c'est la borne FDCR de Frechet-Darmois-Kramer-Rao. Enfin, l'estimateur du maximum de vraisemblance est asymptotiquement de loi normale, ce qui signifie que lorsque n est grand, eh bien, θ chapeau EMV converge vers la loi de Gauss. Alors, là, il y a une erreur, donc on reprend, c'est θ chapeau EMV moins θ qui converge vers la loi de Gauss de moyenne 0 et d'écart type 1 sur racine de NIX θ qui est en fait ici donc la borne de Frechet-Darmois-Kramer-Rao. Alors, je répète, c'est θ chapeau EMV moins θ qui en loi converge vers la loi de Gauss, θ chapeau EMV moins θ. Ce résultat nous permettra d'obtenir des estimations par intervalle de confiance de θ chapeau EMV, comme on le verra dans une autre vidéo. On va traiter un exemple. On va prendre la loi exponentielle de paramètre U comme loi parente de notre n échantillon x1, x2, xn. Loi exponentielle dont la densité, je le rappelle, est donnée par cette expression. Dans ces conditions, la fonction de vraisemblance, qui est le produit des densités, est donc égale à cette quantité, ce qui, lorsque j'explicite en fonction de l'expression de fx, me donne ce résultat. Nous allons chercher l'estimateur du maximum de vraisemblance et donc former la log vraisemblance, qui est égale par conséquent à n log de mu moins mu sigma des xi, et former maintenant la dérivée par rapport à mu de la log vraisemblance. Cette dérivée s'annule au point mu chapeau égale n sur sigma des xi, ce que je peux noter sous la forme 1 sur x bar, où x bar est la moyenne des observations faites. Ainsi, ai-je obtenu l'estimateur du maximum de vraisemblance de mu. Alors, il faut vérifier en outre qu'en cette valeur mu chapeau EMV, on a d2 de logarithme de L sur des mu2 négatifs. Or, quand je dérive cette quantité par rapport à mu, je trouve moins n sur mu2, ce qui en mu chapeau EMV est, entre autres, négatif également. Donc la condition qui consiste à vérifier que c'est un maximum est bien réunie ici. Autre méthode que je développerai enfin, c'est dans le cas où où le paramètre θ est une moyenne ou une variance. Ce résultat est connu sous le nom de théorème de la moyenne et variance empirique. Eh bien, partons donc d'un NUplay, x1, x2, xn, modélisé par une loi parente, de moyenne petit m et de variance sigma 2 inconnue. Eh bien, à ce moment-là, la quantité x bar égale la moyenne des observations faites, sigma des xi sur n, est un estimateur sans biais et convergent de n. On pourrait penser que sigma échantillon carré égale 1 sur n, sigma de xi moins m au carré, est un estimateur de sigma 2. Toutefois, sigma échantillon carré n'est pas un estimateur sans biais. Pour avoir un estimateur sans biais, on doit donc le corriger par n sur n moins 1 sigma échantillon carré, et c'est ainsi que Sn carré égale 1 sur n moins 1 sigma de xi moins x bar au carré est un estimateur sans biais et convergent de sigma 2. À noter que si m est connu, alors sigma échantillon carré égale 1 sur n sigma de 1 à n de xi moins m au carré
est un estimateur sans biais et convergent de sigma 2. Donc en définitive, 1 sur n-1 avec x bar lorsque m est inconnu et 1 sur n avec m lorsque m est connu. Voilà, merci, à bientôt.